Et cette fois-ci, place à la santé. Nous allons parler d'une pathologie qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société, l'ostéoporose. Nous en parlons ce matin en compagnie du professeur Hachmi Djoudi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes le président de la Société algérienne de rhumatologie. Oui. Et parmi nous également, Dr Kalima Achour. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes médecin. Oui. Marhaba bikoum. Merci pour l'invitation. Alors, professeur, on va commencer par la pathologie. Donc, l'ostéoporose, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'ostéoporose est une fragilité de l'os. C'est une résistance de l'os qui est diminuée. Étant plus fragile, donc il se casse plus facilement. Et le problème qui se pose, c'est que c'est une maladie dite silencieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a une ostéoporose, pendant très longtemps, elle a des fractures et elle ne sait pas qu'elle est fracturée. Elle ne sait pas qu'elle a une ostéoporose. Il y a 30% de patients qui ont des fractures vertébrales mais qui ne ressentent pas de douleur très, très importante. C'est pour ça qu'il faut absolument identifier les personnes qui sont à risque de faire une ostéoporose. Alors, justement, parlons de personnes qui sont à risque. Qui sont les personnes qui sont le plus confrontées à cette pathologie? Ça dépend des ethnies et des populations. Chaque région ou chaque pays a identifié des sujets à risque, c'est-à-dire des sujets qui ont plus de chances, entre guillemets, de faire une ostéoporose qu'une autre. Il y a une étude qui a été faite au niveau du CHU de Douala qui portait sur plus de 600 personnes qu'on a pris au hasard par le biais de l'ONS. On a fait du porte-à-porte et on a pris donc dans l'échantillon des femmes qui étaient ménopausées. Et on a recherché une ostéoporose avec un appareil qui s'appelle la densitométrie, qui permet de mesurer la consistance de l'os, la densité de l'os. Mais cet élément-là n'est pas suffisant. Il est important, mais il fait passer à côté d'un certain nombre de patientes qui sont susceptibles de faire une ostéoporose parce qu'elles ne mesurent qu'un aspect, la quantité. Elles ne mesurent pas la qualité de l'os. Mais c'est important, c'est relativement intéressant quand même, parce qu'elle permet d'identifier. Avec ce densitomètre, cette densitométrie, on a retrouvé 36% de personnes qui étaient ostéoporotiques. Est-ce que ça peut avoir rapport avec l'âge? Ah oui, c'est un peu, on parle de l'ostéoporose féminine, elle survient après la ménopause. Pourquoi après la ménopause? Parce que les oestrogènes enlèvent, quand il n'existe pas les oestrogènes, les hormones de la femme protègent l'os en l'empêchant de partir. Parce que l'os se renouvelle. Il y a une partie qui arrive et une autre partie qui revient. Donc c'est en perpétuel renouvellement. Les oestrogènes empêchent la résorption. Le fait de se détruire, entre guillemets, en termes très simples. Donc, il n'y a plus d'oestrogènes, donc il y a une perte importante de l'os. Alors justement, docteur Kalima Achour, est-ce qu'il y a moyen de prévenir la pathologie? Certainement, il y a beaucoup de moyens de prévenir. Justement, nous, autant que laboratoire Frater-Azès, laboratoire algérien, on essaye d'accompagner déjà les malades en mettant à disposition le traitement qu'il faut pour les aider à mieux vivre et à bien, c'est-à-dire vivre dans leur vie quotidienne, parce que ça reste une pathologie, si elle arrive à la fracture handicapante, d'une part, et d'autre part, on essaye de développer la médecine de proximité en faisant ces journées de sensibilisation et d'information pour les patientes, pour qu'ils sachent, pour qu'ils soient prévenus déjà de leur pathologie, qui peuvent éventuellement développer ou qui sont déjà, où les femmes peuvent être malades sans le savoir, et les facteurs de risque notamment qui peuvent avoir pour justement éviter cette pathologie d'une part, et d'autre part pour essayer de traiter cette pathologie pour avoir une vie sociale et une vie quotidienne qui peuvent, c'est-à-dire normale. Normale, voilà. Et justement, professeur, par rapport à cette question du traitement, de la prise en charge, déjà, à quel moment la personne doit s'inquiéter? Quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter?
Alors, il ne faut pas attendre la fracture, parce que la fracture, c'est déjà une complication. C'est une révélation, c'est une complication. Il faudrait essayer de la traiter, de la prévenir. Et c'est ça où la prévention est importante. La prévention commence dans l'enfance et à l'adolescence. Il faut essayer d'augmenter le maximum, d'avoir des os le plus solide possible. Donc en mangeant convenablement, il y a une hygiène de vie autour. Il y a toute une hygiène de vie, pratiquer du sport et essayer de faire en sorte que le niveau de votre os soit le plus haut possible. Parce qu'après la ménopause, ou après un certain nombre d'affections, ça diminue, mais ça ne diminue pas au seuil fracturaire, entre guillemets, où la personne peut se fracturer. Ça, c'est un premier point. C'est pour ça que l'activité sportive est relativement importante, très importante. De même que c'est des facteurs qui sont dits modifiables. Le calcium, il faut en prendre suffisamment. Et la vitamine D, il faut en prendre suffisamment. On a fait une enquête sur les femmes, plus de 1200 femmes, et bien 90% ont une insuffisance en vitamine D. C'est pas normal. C'est quand même paradoxal, professeur, alors que nous sommes un pays qui est plutôt gâté par le soleil. Parce qu'on se cache, on se protège. On se protège, que ce soit homme ou femme. Qu'on se protège, quel que soit le vêtement. Et surtout en été. C'est pas normal. Les pays nordiques ont pratiquement peu d'hypovitamine D, nous on en a à 90%, c'est pas logique. Et on a plus de 15% qui sont en insuffisance sévère, une carence sévère, ça veut dire qu'ils sont au-dessous de 10 nanogrammes, ils prennent pas, ils voient pas le soleil du tout, alors que ça manquait pas du tout. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, la stratégie thérapeutique doit être adaptée à la personne. Je ne peux pas vous traiter, je peux traiter vous comme je traite la dame qui est à côté ou le monsieur qui est de l'autre côté. Donc c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, il faut qu'elle soit personnalisée. Il faut adopter une stratégie thérapeutique, se dire que chez elle ou chez lui, voilà le traitement que je vais donner, et si ça ne marche pas, voilà ce que je vais donner, etc. Il y a toute une stratégie thérapeutique. Et il y a un suivi. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, 6 mois, etc., une année, je sais ce que je vais donner, je sais comment, j'ai un indicateur qui va me permettre d'augmenter ou de diminuer ou de changer de thérapeutique. Ça c'est important, surtout dans une maladie aussi longue que celle-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que la maladie peut guérir? On peut guérir la maladie? On peut améliorer la maladie, et parce que les fractures, il y a des fractures très sévères. Il y a des fractures sévères et des fractures moins sévères, entre guillemets. Les fractures sévères, c'est celles qui diminuent l'espérance de vie. Col du fémur, par exemple. L'espérance de vie, je ne vais pas vous les citer parce que ça va... Et puis, il y a des fractures qui ne diminuent pas l'espérance de vie, mais qui handicapent quand même. Et celle qui diminue l'espérance de vie, une fois que vous l'avez, vous vivrez moins longtemps que celui qui n'en a pas. Voilà, effectivement. Alors justement, par rapport à toute cette prise en charge, docteur Achour, vous, en tant que laboratoire, donc vous accompagnez le corps médical, vous accompagnez aussi les patients. Qu'en est-il du traitement aujourd'hui des personnes qui souffrent de l'ostéoporose? Alors, notre laboratoire a mis à disposition des patients et des professionnels de santé, il y a quand même en 2007 déjà le premier médicament pour la prise en charge de l'ostéoporose. Aujourd'hui, on a mis tout le panel thérapeutique dont le patient a besoin aujourd'hui pour traiter l'ostéoporose et permettre aux médecins de les traiter au cas par cas, et tous les médicaments sont disponibles. Alors justement, par rapport à la disponibilité des médicaments, c'est déjà une bonne nouvelle de savoir que le protocole médical, il est disponible, mais la question qui revient souvent, c'est par rapport à la sécurité sociale. Donc qu'en est-il aujourd'hui de la sécurité sociale? Je crois qu'il faut recadrer un petit peu. Il n'y a pas un médicament, il y a plusieurs médicaments, il y a plusieurs classes thérapeutiques. C'est comme vous avez dit, du cas par cas. Non, il y a plusieurs classes thérapeutiques. Il y a des médicaments qui agissent sur la formation de l'os, ils forment de l'os. Il y a des médicaments qui agissent sur... Ils empêchent l'os de se dégrader. C'est des antirésorbeurs. Il y a des formateurs et des antirésorbeurs. Globalement, c'est ça. Parce que ça forme, ça part et ça reforme. Alors, il y en a qui forment et d'autres qui empêchent l'os de se détériorer. Et ça, il faut avoir une stratégie, c'est en fonction de la personne, de la malade elle-même ou de la patiente. On peut commencer par ça, on finit par autre chose. C'est pour ça que la stratégie thérapeutique est importante. Et il faut disposer
ça c'est un premier point, dans chaque classe thérapeutique, il faut disposer de médicaments qui puissent se prendre de différentes manières, en comprimé, en injectable, etc. Ça c'est pour adapter la thérapeutique à la personne. Il y en a qui ne veulent pas d'injection, donc ils ont des médicaments, ils ont des comprimés. Il y en a qui ne veulent pas de comprimés, ils ont des injections. Et ça doit être adapté à chaque patient. Et ça, si vous voulez, c'est le médicament. Il n'y a pas que le médicament. Il faut rajouter, pour que ces médicaments agissent, il faut que le calcium, il faut qu'elle prenne du calcium et de la vitamine D. Sinon, le médicament ne marche pas. Oui. Ça ne marche pas. Et puis, il faut que ça bouge. Alors, vous imaginez quelqu'un qui a mal et vous lui demandez de bouger, il vous dira, je ne sais pas. Hein. Oui. Mais en expliquant, on arrive à le faire. Et c'est pour ça que c'est une prise en charge qui est globale. Ce n'est pas uniquement le médicament et puis je te donne et puis tu t'en vas. Non, c'est tout un apprentissage. C'est pour ça que l'éducation, j'aime pas beaucoup le terme d'éducation parce qu'on a l'impression qu'on va... l'information du malade. Il faut informer le malade et la prise de décision, si vous voulez, du traitement, il faut que le patient adhère. Il faut qu'il sache que je suis d'accord, il va le prendre. Sinon, il ne le prendra pas. Bah oui. Vous lui donnez, il ne prendra pas. C'est normal. Alors, s'il ne s'engage pas dans le protocole médical, ça n'engage que lui. Maintenant, la Caisse de sécurité sociale, c'est vrai qu'il y a des médicaments qui n'existent pas dans les officines, donc qui sont donnés en milieu hospitalier, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Parce que vous surchargez les hôpitaux et les structures, ça coûte cher, alors qu'on peut les dispenser. Et la Caisse de sécurité sociale devrait agir là-dessus en se disant, moi je sais, l'AMM c'est celle-là, je rembourse ou je ne rembourse pas. Il veut l'acheter, il l'achète. Comme ça se fait à l'étranger, il le paye. Et c'est très cher. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a des patients qui ont des difficultés à se faire rembourser le médicament. Parce que la médecine évolue. Au moment où on a découvert le médicament, on a fait des études pour cette indication. Et ensuite, on élargit les indications au fur et à mesure. Et le problème chez nous, c'est qu'on est resté dans la première case, c'est-à-dire au moment où on a eu l'AMM. Et les extensions ne sont pas prises en considération. C'est-à-dire, c'est le paradoxe. J'attends qu'il y ait une fracture pour être remboursé. Voilà. C'est pas normal. Alors que je préférerais traiter avant qu'il y ait une fracture, pour qu'il soit sain, qu'il n'ait pas de fracture. Et là, ceux-là ne sont pas remboursés, sont remboursés difficilement. Il faut expliquer. Et ça, c'est un drame. Il faut absolument que la Caisse de sécurité sociale comprenne l'urgence de rembourser les médicaments chez des sujets qui potentiellement risquent de faire des fractures. Et surtout qu'il fasse partie de toute la stratégie de laquelle vous étiez en train de parler. Alors, vous avez évoqué un peu l'information, l'éducation, santé et l'information du patient. Donc, c'est un peu dans cette perspective que votre laboratoire y va, n'est-ce pas? Puisque vous allez organiser le 22 de ce mois une journée de sensibilisation. Normalement, c'est le 20. Le 20 Normalement, c'est le 20. C'est pas le 22 Non, attendez. Le 20, c'est la journée internationale de l'ostéoporose. D'accord. Et le 20, je pense que c'est pas un jour férié. Voilà, c'est pas un week-end. Voilà, c'est en retard. D'accord. C'est comme la Caisse de sécurité sociale. mais en fait, on n'est jamais en retard, professeur, parce que le travail se fait tout au long de l'année, n'est-ce pas? Non, je plaisante, je taquine un peu. J'ai eu un petit peu peur, je me suis dit, j'ai donné fausse information. Non, pas du tout. C'est vrai qu'on l'a déjà fait. Il y a quelques années de ça, et on coïncidait ça avec la journée mondiale de l'ostéoporose qui est le 20 octobre. Bon, on essaye là pour qu'il y ait plus de monde, les gens travaillent maintenant, et on le fait le week-end, ça sera le 22 octobre à l'esplanade d'Ardis. Donc le but c'est de sensibiliser d'une part, d'informer les patientes sur l'ostéoporose, l'importance de se faire dépister déjà, de connaître les facteurs de risque et comment améliorer sa vie quotidienne et ne pas arriver
arriver à l'handicap qui est la fracture qui reste quand même, qui altère la qualité de vie de la patiente. Voilà, effectivement. Donc c'est une journée qui est une journée ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une préinscription, il n'y a pas une inscription au préalable qui doit se faire. C'est tout le monde qui est convié. C'est tout le monde qui est convié. Donc on a un groupe de médecins spécialistes qui vont être présents, qui vont écouter d'abord les patientes, qu'il y ait un échange, voir leurs soucis, leur expliquer et dépister si toutefois ils sont ostéoporotiques ou ils ont des facteurs de risque, de les prendre éventuellement en charge. Donc il y aura un suivi par la suite? Certainement, oui. Il y aura un suivi pour ces malades qui sont ostéoporotiques. Alors justement, professeur, pour revenir un peu à la pathologie, alors quand on parle d'ostéoporose, les premières personnes, j'ai envie de dire, auxquelles on pense, ce sont les femmes, et pourtant les hommes aussi peuvent être touchés par la pathologie. Oui, heureusement. Oui, de toute façon, il n'y a pas de... la maladie ne choisit pas. Non, c'est pas ça. Je vous expliquais un petit peu tout à l'heure le rôle des hormones, des oestrogènes. L'androgénie ou l'andropause, comme la ménopause, elle est plus tardive chez l'homme. Mais il y a des causes secondaires, il y a beaucoup de causes. Il n'y a pas que l'ostéoporose post-ménopausique, il y a d'autres causes d'ostéoporose. Et ces ostéoporoses peuvent survenir chez l'enfant, chez l'adolescent, chez la femme jeune, chez la femme... des cas beaucoup plus rares. Ah oui, les ostéogenèses imparfaites chez l'enfant, les enfants avec des os de verre qui se fragilisent facilement, il y en a plein, on en a plein d'ostéogenèses, enfin on en a plein, on en a quand même pas mal d'ostéogenèses imparfaites. Et puis vous avez des pathologies qui apparaissent parce qu'il y a des petits troubles dans le fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans le fonctionnement. Ça touche tous les sexes. Toucher les deux sexes. Et le problème encore, on revient à la caisse de sécurité sociale, c'est que dans l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, au départ, il n'y avait pas l'ostéoporose masculine. Donc quand vous traitez un malade, il vous dit mais c'est pas une femme. Oui, c'est pas une femme, c'est un homme. Mais il a une ostéoporose. Alors il faut écrire. Moi, c'est ce que je fais. J'écris et j'explique qu'il a besoin de... En fait, la population est de plus en plus vieillissante maintenant. Il est impératif d'éviter la fracture. Pour ne pas arriver à la fracture, c'est quand même... Et le traitement, il est long. Il est très long, donc il faudrait que la sécurité sociale puisse prendre en charge les patients qui ont des facteurs de risque, qui peuvent éventuellement faire une fracture, ce qu'on appelle l'ostéopénie, n'est-ce pas, professeur? Non, l'ostéopénie, j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup. C'est un terme qui n'est pas très... C'est une définition de l'OMS qui est faite par le biais de la densitométrie osseuse, qui a classé les patients en 3 catégories, normales, ostéopéniques et ostéoporotiques, mais qui n'a pas de correspondance clinique, si vous voulez. Très simple. Vous êtes ostéoporotique à la densitométrie, vous ne ferez jamais d'ostéoporose, parce que ça ne suffit pas. Vous êtes ostéopénique, vous êtes déjà fracturé. 30% des ostéopéniques ont des fractures. Donc vous voyez, c'est très ambigu. Alors j'aime pas beaucoup ce terme d'ostéopénie, d'ostéoporose. Oui, mais malheureusement la sécurité sociale exige. C'est ça. C'est ça le paradoxe, c'est que la sécurité sociale exige. C'est simple et compliqué en même temps. Voilà. Donc c'est un petit peu flou. C'est pour ça que je vous ai dit, la densitométrie ne mesure que la densité. Ça ne mesure pas la qualité de l'os. La qualité de l'os. Vous pouvez avoir une quantité importante et une qualité qui n'est pas bonne et vous fracturez. Voilà, alors justement, professeur, par rapport encore une fois à la prévention, aujourd'hui il y a un grand débat par rapport aux produits laitiers, au lait particulièrement. Donc beaucoup conseillent donc la prise du lait, alors que d'autres disent que nous sommes les seuls mammifères qui prennent encore du lait à l'âge adulte, et que ça a ses incidences par la suite sur la qualité de l'os. Alors, quel est votre commentaire? Je revenais aux facteurs modifiables, c'est-à-dire des facteurs sur lesquels vous pouvez agir. La génétique, vous ne pouvez pas agir là-dessus. Donc, il n'y a rien. Mais des facteurs environnementaux, etc., vous pouvez agir. Et là où vous pouvez agir, c'est le calcium et la vitamine D. Le calcium, chez la femme après la ménopause, c'est 1000 à 1500 mg par jour. Et la vitamine D, c'est 800 à 1200 ou à 1500 unités.
Donc vous voyez un petit peu qu'il faut... et ça, on revient, si vous voulez, à la fabrication et la destruction. Si vous n'apportez pas le calcium suffisamment, vous ne pourrez pas fabriquer. L'os ne sera pas renouvelé, ou se renouvellera difficilement. C'est pour ça qu'il faut de la vitamine D pour faire que la fixation du complexe se fasse au niveau de l'os. Donc si vous n'avez pas ça, vous formerez moins. Voilà, donc là on reste quand même, professeur, dans le cadre de la prévention, parce que tout se fait au préalable, toujours dans la prévention, docteur Achour. Alors il faut dire que, par exemple, très jeune, on donne beaucoup de corticoïdes aussi. Par exemple, les corticoïdes aussi, on sait très bien qu'ils agissent sur la qualité de l'os. Et certains médecins, excusez-moi, beaucoup de médecins d'ailleurs accompagnent le traitement à base de corticoïdes de vitamine D. Donc, qu'en est-il justement de toute la mise en place de traitements et surtout de la disponibilité de tous ces traitements donc pour le patient? Autant que laboratoire algérien, on a mis à disposition toute la gamme de prise en charge de l'ostéoporose, de la vitamine D, des biphosphonates, en injectable et en comprimé, donc qui sont fabriqués localement. Donc on essaye de mettre à disposition, et on le fait au niveau des officines, au niveau des hôpitaux, toute la gamme de prise en charge, surtout pour l'ostéoporose. Et maintenant, on essaye de développer ce qu'on appelle la santé de proximité, pour aller vers le patient, citoyen. Voilà, vers le patient, expliquer, orienter. Et ça reste quand même, comme je vous ai dit, une population vieillissante. Et je pense que le nombre de malades actuellement ne reflète pas réellement l'ampleur de l'ostéoporose en Algérie, qui est quand même un fléau actuellement. Vous avez parlé de la corticothérapie. Il y a beaucoup de médicaments qui sont néfastes pour l'os. Et ça, c'est connu. On sait, il y a des protocoles, il y a des directives qui font que quand vous utilisez ce médicament pendant très longtemps, vous devez utiliser ça, ça et ça. C'est connu, ça. Et on ne devrait plus en avoir. Le gros problème, c'est qu'effectivement, il y a des médicaments qui sont utilisés et ces précautions ne sont pas prises tout le temps. Donc ça, c'est un problème de formation médicale. Donc là, c'est un gros dossier, professeur, finalement, la formation médicale. Un gros dossier, c'est un dossier comme tous les dossiers. C'est la base de tout, finalement, la formation. Oui, c'est la base de tout. Il faut former et informer les gens et les patients aussi. Parce que de toute façon, vous savez, avec le net, les patients savent. Hein. Ils viennent, ils vous tarabussent. Et ils ont raison. De temps en temps, un petit peu trop. Le net, il a cet impact anxiogène. Hein, non, mais ça n'a pas. C'est à vous à l'enlever, l'anxiogène. C'est en vous pas de problème. Vous lui expliquez gentiment, il comprend. Hein. Même s'il est un petit peu sceptique de temps en temps, c'est les jeunes qui sont sceptiques. Hein. C'est plus les jeunes que les sujets de notre âge. D'accord. Bon. Les jeunes, probablement. Parce qu'ils lisent beaucoup plus. Et ils sont plus connectés. Voilà, ils sont plus connectés. Mais effectivement, vous êtes là grâce à ce genre de journée d'ailleurs pour non, je mieux pense qu'il faut éclaircir. Sensibiliser les gens. Il faut expliquer. Je pense que quand on prend le temps d'expliquer, ils comprennent. C'est comme tout, en fait. Oui, c'est comme tout, effectivement. Donc là, on retient vraiment que pour éviter la pathologie, tout se fait déjà à un âge plutôt jeune. Donc toute la prévention se fait déjà dès l'enfance. On investit dans l'enfance et l'adolescence. On se protège pendant la période... avant la ménopause. Avant la ménopause, et après la ménopause, on fait attention aussi. Alors justement, parlant encore une fois de la femme en tant que sujet, la femme aussi, les grossesses répétitives aussi peuvent avoir donc cet impact sur la qualité de l'os, encore une fois. Donc qu'est-ce qui se fait avant ou pendant la grossesse justement pour l'accompagnement? Oui, c'est l'accompagnement. Il faut suffisamment de calcium et de vitamine D. Il faut qu'elle bouge plus ou moins. Alors nous, dans l'enquête que nous avons eue, elle est ancienne. Elle doit dater de 6 ou 7 ans. Les femmes qu'on avait interviewées avaient plus de 7 enfants. 7 en moyenne. Donc c'est pas ce qu'on voit maintenant, mais 7 en moyenne, ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que ça impacte effectivement. C'est comme l'allaitement prolongé. On avait 13 ans d'allaitement prolongé. Vous imaginez 13 ans d'allaitement. 13 ans? Oui, 13 ans.
Parce que certainement, elle devait avoir des enfants à chaque... Et oui, c'est 6 2 mois, ans, 1 an, elle pouvait donc se retrouver à allaiter. Oui, c'est tout ça qui fait que... Et puis, il n'y a pas d'ensoleillement, elles ne prennent pas suffisamment de calcium. Comment voulez-vous qu'elles puissent avoir des os de qualité? Elles ne peuvent pas avoir des os de qualité. Et puis l'information, la sensibilisation aussi. Et c'est pour ça qu'il faut absolument informer. C'est le plus important, c'est informer les gens. Quand vous informez les gens, ils comprennent. Alors justement, toujours dans l'information, dans la sensibilisation, Dr Achour, on a aussi une culture parfois qui est très nocive, c'est l'automédication. Donc voilà, j'ai un petit bobo par-ci par-là, donc je vais prendre de façon sans diagnostiquer, sans voir le médecin, sans faire des analyses au préalable. Et donc on va vers l'automédication et on va parfois vers vraiment un surdosage de médicaments. Qu'en est-il donc de cette situation? Enfin, dans le cas de l'ostéoporose... Parce que, excusez-moi, par rapport à ce qui est complément alimentaire, on n'a pas besoin d'ordonnance, donc on peut se permettre d'en acheter comme on veut. C'est vrai que dans le cadre toujours de l'ostéoporose, certaines femmes ont tendance à prendre juste un peu de calcium, un peu de vitamine D, et puis elles se disent protégées de l'ostéoporose et prévenir cette ostéoporose, or que ça ne suffit pas. Il faut aller dépister déjà, voir si elle a des facteurs de risque, si elle est à risque d'éventuellement de faire des fractures, et parfois elles ont même des fractures de plus en plus jeunes, on les retrouve avec des petites fractures, donc cela ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut aller vers le médecin, s'informer déjà et aller vers le médecin pour faire son dépistage. Professeur, vous avez été beaucoup confronté à ce genre de situation. Non, pour l'ostéoporose, il n'y a pas de surdosage. Le seul surdosage qu'on puisse avoir, mais on n'en a pas eu, c'est exceptionnel. C'est plutôt la carence. Les personnes qui prennent beaucoup de vitamine D. Mais enfin bon, oui. On n'en a pas eu. La vitamine D, ils prennent des ampoules tous les mois, sans grand problème. Bon. Et c'est pour ça que, là encore, c'est l'information. On ne prend pas de la vitamine D comme ça. On a une ration calcique, c'est-à-dire que c'est comme manger. Oui. Vous n'allez pas manger pour 10 jours, manger pour la journée. Oui. Ça ne sert à rien de manger pour 10 jours. Et ça, quand on leur explique ça, vous prenez tous les jours un petit peu, et vous avez votre... Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup pour vous intoxiquer. Non, pas vous intoxiquer, mais ça ne sert à rien. Je veux dire que c'est pas éliminé. C'est pas logique. Et c'est pas physiologique. Vous prenez des doses moyennes et vous arrivez au plateau. Une fois que vous avez le plateau, vous prenez c'est comme manger normalement. Tous les jours. Donc ça reste encore une fois l'information, la sensibilisation. Donc ce sont des questions auxquelles vous allez répondre le 22 de ce mois. Inch'Allah. Donc le 22, ça sera à partir de... Le matin à partir de 8h, l'équipe est disponible, donc ça sera à l'esplanade d'Ardis. Inch'Allah. Voilà, rendez-vous pris. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, professeur Hachmi Doudi. Merci. Je rappelle, vous êtes le président de la Société algérienne de rhumatologie. Docteur Kalima Achour, merci beaucoup. Vous êtes médecin. Merci beaucoup d'avoir été